La reine Nzinga Mbande, connue également sous le nom de Nja ou Anna de Souza Nzinga, est une figure emblématique de l'histoire africaine. Née vers 1583, elle fut la souveraine du royaume de Ndongo et plus tard de Matamba, deux territoires situés dans l'actuel Angola. Nzinga est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands symboles de résistance africaine face à la colonisation européenne, en particulier contre l'Empire portugais. Ce qui distingue Nzinga des autres figures historiques de son époque, c'est sa capacité à combiner la diplomatie, la stratégie militaire et la gouvernance éclairée dans un contexte extrêmement hostile. Elle a su non seulement défendre son peuple contre la traite négrière, mais aussi jouer un rôle essentiel dans la préservation de la souveraineté de son royaume. Sa vie est un modèle de leadership féminin et son nom continue d'inspirer, aussi bien en Angola qu'à travers le monde. Nzinga est particulièrement connue pour ses talents de négociatrice habile, capable de dialoguer avec des puissances européennes tout en maintenant des alliances avec d'autres royaumes africains. Sa conversion stratégique au christianisme, son adoption du nom portugais Ana de Souza et son habileté à exploiter les rivalités entre Européens témoignent de son intelligence politique. Elle était non seulement une reine, mais aussi une visionnaire, prête à tout pour garantir l'indépendance de son peuple. Nzinga est issue de la dynastie Mbundu, une ethnie majoritaire dans la région de l'actuel Angola. Fille du Ngola Kiluanji, souverain du Ndongo, elle grandit dans un contexte de guerres incessantes contre les envahisseurs portugais. Selon la tradition, son nom Nzinga, ou Nja, provient d'un événement marquant à sa naissance. Elle serait venue au monde avec le cordon ombilical enroulé autour de son cou, un signe qui, selon les croyances locales, présageait qu'elle deviendrait une leader fière et forte. Dès son plus jeune âge, Nzinga accompagne son père dans ses expéditions militaires et assiste au conseil politique du royaume. Contrairement aux filles de l'aristocratie de son époque, elle reçoit une éducation poussée, apprenant l'art de gouverner et de négocier. Son père, conscient de son potentiel, l'encourage à jouer un rôle actif dans les affaires du royaume. Nzinga occupe une place particulière dans l'histoire de l'Afrique, car elle incarne la résistance contre l'esclavage et la domination européenne. Elle est l'une des rares figures féminines à avoir défié avec succès une puissance coloniale européenne, et son règne est marqué par une lutte ininterrompue contre l'expansion portugaise en Angola. Cette résistance a fait d'elle une icône dans la mémoire collective des Angolais et une source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale du XXe siècle. La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle constituent une période cruciale pour l'Afrique centrale. À cette époque, les puissances européennes, notamment le Portugal, cherchent à s'implanter solidement sur les côtes africaines pour y développer le commerce d'esclaves et sécuriser leurs routes maritimes vers le Brésil et les colonies des Amériques. Le royaume de Ndongo, dirigé par la dynastie de Nzinga, est l'une des principales cibles des Portugais. Le Ndongo possède des ressources importantes et une position stratégique, ce qui attise la convoitise des colons. En outre, le commerce d'esclaves devient un pilier de l'économie coloniale portugaise et les raids esclavagistes s'intensifient dans la région. Face à cette menace, les royaumes africains adoptent différentes stratégies. Certains choisissent de collaborer avec les Portugais pour préserver leurs intérêts, tandis que d'autres, comme le Ndongo et plus tard le Matamba ou Nzinga, optent pour la résistance armée et diplomatique. La pression coloniale portugaise se traduit par une série de conflits sanglants et par l'introduction des guerriers Imbangala, un groupe de mercenaires redoutés pour leur brutalité. Ces guerriers, d'abord utilisés par les Portugais, finissent par semer le chaos dans la région, détruisant des villages entiers et capturant des milliers de personnes destinées à l'esclavage. En parallèle, les tensions religieuses s'intensifient. Le Portugal, sous l'influence de l'Église catholique, impose le christianisme aux populations locales, mais Nzinga saura exploiter cette dynamique en se convertissant elle-même au christianisme, non pas par conviction, mais comme une arme diplomatique pour obtenir des alliances et légitimer son pouvoir face aux Européens. L'objectif de cette vidéo est de raconter l'histoire de Nzinga d'un point de vue africain, en mettant en lumière les luttes, les stratégies et l'héritage d'une reine qui a marqué son époque. Il est essentiel de s'appuyer uniquement sur des sources historiques fiables et de croiser les récits pour éviter toute distorsion coloniale de son histoire. Cette vidéo se veut une restitution fidèle de la vie de Nzinga, une figure souvent méconnue en Occident mais dont l'héritage reste fondamental pour comprendre la résistance africaine face à la colonisation. Nous allons ainsi plonger dans les détails de sa vie, en explorant non seulement ses exploits militaires et politiques, mais aussi son rôle de pionnière dans la défense de l'identité culturelle africaine.
Nzinga est né vers 1583 au sein de la dynastie Mbundu, l'une des principales ethnies de l'Angola précoloniale. Cette dynastie régnait sur le royaume de Ndongo, dont le souverain portait le titre de Ngola, un mot qui donna plus tard son nom au pays, Angola. Le père de Nzinga, Ngola Kiluangi, était un dirigeant respecté, connu pour sa capacité à tenir tête aux Portugais qui tentaient déjà de coloniser la région et de contrôler le commerce des esclaves. La mère de Nzinga, la reine Kangela, appartenait également à une lignée noble. Nzinga avait plusieurs frères et sœurs, dont Bandi, son frère aîné, qui jouera un rôle clé dans sa vie politique ultérieure. Dès son plus jeune âge, Nzinga fut immergé dans un environnement royal et guerrier, où les affaires politiques, les guerres et les alliances jouaient un rôle central dans la survie du royaume. La société Mbundu attachait une grande importance aux valeurs familiales, au respect des ancêtres et à la transmission de la culture. Ces éléments ont façonné l'éducation de Nzinga, lui donnant une profonde connaissance des traditions locales et une forte identité culturelle qui resteront au cœur de sa gouvernance future. Contrairement à la majorité des femmes de son époque, Nzinga reçut une éducation militaire et politique complète sous la supervision directe de son père. Le Ngola Kiluangi, conscient des menaces extérieures croissantes et du rôle crucial des femmes dans la culture Mbundu, décida de former sa fille aux arts de la guerre et de la diplomatie. Nzinga accompagnait son père sur les champs de bataille et lors des conseils de guerre. Elle apprit à manier les armes, à monter à cheval et à commander des troupes. Cette formation militaire précoce fit d'elle une redoutable stratège, capable de mener des offensives militaires tout en défendant les intérêts de son royaume face aux envahisseurs portugais. Parallèlement, elle reçut une éducation politique qui lui permit de comprendre les rouages de la gouvernance et de la diplomatie. Elle fut initiée aux relations avec les autres royaumes africains voisins et à la manière de négocier avec les puissances européennes qui tentaient d'étendre leur influence dans la région. Cette double formation, politique et militaire, fut cruciale dans son ascension future au pouvoir. Les valeurs culturelles et spirituelles des Mbundu occupaient une place centrale dans l'éducation de Nzinga. Cette ethnie croyait en un lien fort entre les vivants et les ancêtres, ce qui impliquait un respect profond des traditions et des rites. Les souverains Mbundu, en particulier, étaient considérés comme des figures sacrées, garantes de l'équilibre entre les forces naturelles et spirituelles. Nzinga fut initié aux pratiques spirituelles de son peuple, notamment aux rituels qui renforçaient le pouvoir et l'autorité des dirigeants. Elle participa activement aux cérémonies religieuses, ce qui lui permit de gagner la confiance des chefs locaux et de s'imposer comme une figure spirituelle forte au sein de son royaume. Cette dimension spirituelle jouera un rôle clé dans sa gouvernance. Nzinga utilisera plus tard les croyances et les traditions Mbundu pour unifier son peuple et légitimer son pouvoir face aux critiques, notamment lorsqu'elle sera accusée d'usurper le trône après la mort de son frère. Selon la tradition Mbundu, un événement particulier à la naissance de Nzinga marqua son destin. Elle serait née avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Dans la culture locale, ce signe était interprété comme un présage indiquant que l'enfant serait doté d'une grande force de caractère et destiné à devenir un leader. Une femme sage aurait prophétisé que Nzinga deviendrait reine un jour et qu'elle mènerait son peuple dans des périodes de grandes épreuves. Cette prophétie joua un rôle important dans la construction de son image en tant que future souveraine. Dès son plus jeune âge, elle fut perçue comme une enfant spéciale, destinée à accomplir de grandes choses. Ce mythe contribua également à renforcer son autorité lorsqu'elle accéda au pouvoir, car il lui donnait une aura presque divine aux yeux de son peuple. Nzinga elle-même utilisa habilement cette légende pour asseoir son pouvoir. Elle se présenta non seulement comme une reine guerrière, mais aussi comme une figure investie d'une mission divine pour protéger et guider son peuple. Cette capacité à exploiter les croyances populaires et les symboles culturels fit d'elle une dirigeante redoutée et respectée, autant par ses alliés que par ses ennemis. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, le Portugal est l'une des principales puissances coloniales européennes, contrôlant d'importantes routes commerciales maritimes reliant l'Europe à l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Avec la fondation de Luanda en 1575 par Paulo Dia de Nové, les Portugais renforcent leur présence sur les côtes angolaises, établissant des postes fortifiés et des comptoirs commerciaux. L'objectif principal du Portugal dans cette région est le commerce d'esclaves, qui devient une composante essentielle de l'économie coloniale. Les esclaves capturés en Angola sont transportés vers le Brésil, où ils sont exploités dans les plantations de canne à sucre, et vers les mines d'argent du Potosí, dans l'actuelle Bolivie. Ce commerce intensif alimente la prospérité économique de l'Union ibérique,
l'union du Portugal et de l'Espagne entre 1580 et 1640. La traite négrière transforme profondément les sociétés africaines. Les raids esclavagistes menés par les Portugais et leurs alliés locaux dévastent les villages et détruisent les structures sociales traditionnelles. Le royaume de Ndongo, dirigé par le père de Nzinga, est particulièrement touché par ces raids, ce qui pousse les dirigeants Bundu à adopter une politique de résistance pour protéger leur peuple. Les guerres portugaises en Angola débutent avec l'arrivée des premiers colons. En 1579, Paulo Dia de Nové lance une campagne militaire contre les royaumes locaux, dans le but de contrôler les terres intérieures riches en ressources et d'assurer un approvisionnement constant en esclaves. Ces guerres sont marquées par des alliances changeantes entre les Portugais et certains groupes africains. Parmi ces derniers figurent les Mbangala, des guerriers nomades connus pour leur brutalité. Utilisés comme mercenaires par les Portugais, les Mbangala sèment la terreur dans la région en pillant les villages et en capturant des populations entières destinées à la vente. L'implication des Mbangala aggrave le conflit et provoque une instabilité durable. Les royaumes locaux, dont le Ndongo, doivent faire face à des attaques incessantes, non seulement de la part des Portugais, mais aussi de ces mercenaires sans scrupules. Cette situation pousse les souverains africains, comme le Ngola Kiluangi, à chercher des alliances pour contrer la menace portugaise. Les relations entre les royaumes africains et les colons portugais oscillent entre coopération et conflit. Certains royaumes, comme le Congo, adoptent une politique de collaboration avec les Portugais, espérant ainsi préserver leur autonomie et bénéficier des échanges commerciaux. D'autres, comme le Ndongo, choisissent la résistance face aux ambitions coloniales croissantes. Cependant, cette coopération ne garantit pas la sécurité des royaumes alliés. Par exemple, en 1617, le roi Alvar III du Congo adresse une lettre au pape pour protester contre les raids portugais qui violent les accords de paix et capturent même des sujets chrétiens. Cette lettre illustre la trahison systématique des Portugais qui, malgré les traités, continuent à pratiquer la traite négrière et à envahir les territoires africains. Pour Nzinga, ce contexte est déterminant. Elle comprend très tôt que les Portugais ne respectent pas les accords et qu'une résistance active, tant militaire que diplomatique, est indispensable pour préserver l'indépendance de son royaume. Cette prise de conscience jouera un rôle clé dans sa politique future. Entre 1580 et 1640, le Portugal est sous l'autorité de l'Espagne, une période connue sous le nom des Unions ibériques. Cette union renforce la puissance coloniale ibérique, car elle permet aux deux royaumes de coordonner leurs efforts dans l'exploitation des territoires d'outre-mer. L'une des conséquences directes de cette union est l'intensification de la traite négrière pour alimenter les mines du Potosi. Situées dans l'actuelle Bolivie, ces mines d'argent sont les plus importantes du monde à l'époque et constituent une source majeure de richesse pour l'Empire espagnol. Pour maintenir la production, une main-d'œuvre abondante est nécessaire, ce qui pousse les Portugais à multiplier les raids en Afrique centrale. Entre 1619 et 1624, plus de 11 000 esclaves sont déportés depuis Luanda vers les Amériques. Ce commerce devient l'un des plus meurtriers de l'histoire, avec un taux de mortalité élevé pendant la traversée de l'Atlantique, mais surtout durant les longues marches qui mènent les captifs des villages intérieurs jusqu'aux côtes. Cette exploitation massive crée un climat de guerre permanent en Angola, alimenté par la demande européenne en esclaves. Nzinga, en tant qu'observatrice de ces événements, prend conscience de l'ampleur de la menace et de la nécessité de s'organiser pour contrer cette hémorragie humaine. Face à l'agression coloniale portugaise, plusieurs chefs locaux africains commencent à organiser des mouvements de résistance. Parmi eux se trouvent des dirigeants comme le Ngola Mband, frère de Nzinga, ainsi que les rois du Congo et de Matamba. Ces chefs comprennent que l'unité africaine est essentielle pour lutter contre la domination européenne. Cependant, cette résistance n'est pas toujours coordonnée. Les rivalités entre royaumes africains et l'intervention des Mbangala affaiblissent les efforts communs. De plus, les Portugais exploitent ces divisions en proposant des alliances temporaires à certains royaumes, ce qui complique l'établissement d'un front uni. Nzinga joue un rôle crucial dans l'émergence de cette résistance. En tant que stratège et diplomate, elle cherche à unifier les forces africaines, tout en négociant avec les puissances européennes pour limiter les destructions. Elle adopte une approche pragmatique, alternant entre la guerre et la diplomatie selon les circonstances. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes et de guerres incessantes que Nzinga fait son entrée sur la scène politique. Sa capacité à comprendre les dynamiques complexes de son époque et à anticiper les actions de ses ennemis fait d'elle une leader exceptionnelle, capable de tenir tête à l'une des plus grandes puissances coloniales de son temps. En 1621,
face à l'aggravation des tensions avec les Portugais, le frère de Nzinga, Ngolamband, alors roi du Ndongo, décide de recourir à la diplomatie pour essayer d'apaiser la situation. Il envoie sa sœur Nzinga à Luanda, la capitale coloniale portugaise, comme négociatrice principale lors d'une conférence de paix avec le gouverneur portugais João Correia de Sousa. Ce choix n'est pas anodin. Nzinga est reconnue pour sa maîtrise de la langue portugaise, son intelligence politique et ses talents d'oratrice. Contrairement à d'autres émissaires africains, elle connaît parfaitement les usages et les coutumes des Européens, ce qui lui permet d'interagir d'égal à égal avec les représentants portugais. La mission de Nzinga est claire, obtenir le retrait des troupes portugaises d'une forteresse construite sur les terres du Ndongo et faire cesser les raids esclavagistes menés par les Imbangala sous le contrôle portugais. Cette conférence est cruciale, car l'avenir du royaume de Ndongo en dépend. À ce moment-là, les Portugais ont une position dominante, mais Nzinga sait que la guerre n'est pas encore perdue si elle parvient à négocier habilement. Lors de cette conférence de paix, un incident symbolique survient, marquant à jamais l'histoire de Nzinga et renforçant son image de souveraine fière et déterminée. Selon les récits, lorsqu'Nzinga arrive à la rencontre avec le gouverneur portugais, celui-ci lui propose de s'asseoir sur une natte posée à même le sol, une posture réservée aux subordonnés dans les coutumes locales et portugaises. Le gouverneur, en agissant ainsi, cherche à établir sa supériorité symbolique sur Nzinga et, par extension, sur le royaume de Ndongo. Refusant cette humiliation, Nzinga ordonne à l'une de ses esclaves de se mettre à genoux et s'assied sur son dos, créant ainsi un trône improvisé. Ce geste fort montre que Nzinga n'acceptera jamais de se positionner en inférieur dans les négociations avec les Portugais. Cet épisode, souvent raconté dans les récits historiques, illustre la dignité et l'ingéniosité de Nzinga qui parvient à s'affirmer face à une puissance coloniale. Ce moment a une portée symbolique importante dans la culture angolaise et africaine. Il représente la résistance contre l'humiliation coloniale et le refus de se soumettre. Nzinga n'est pas simplement une négociatrice, elle est une dirigeante qui sait utiliser les symboles pour affirmer son pouvoir. Malgré les tensions, Nzinga parvient à conclure un traité de paix avec le gouverneur portugais. Ce traité stipule plusieurs conditions favorables au Ndongo, notamment 1. Le retrait des troupes portugaises de certaines forteresses. 2. La libération des captifs Mbundu retenus par les Portugais. 3. L'arrêt des raids menés par les Imbangala. Ce traité représente un succès diplomatique majeur pour Nzinga. En obtenant ces concessions sans recourir à la guerre, elle démontre son habileté politique et sa capacité à défendre les intérêts de son royaume. Cependant, les Portugais ne tarderont pas à violer les termes de cet accord, ce qui conduit Nzinga à adopter par la suite une posture beaucoup plus combative. Il est important de noter que ce traité marque un tournant dans l'histoire de Nzinga. Elle comprend que la diplomatie seule ne suffira pas pour garantir la sécurité de son peuple. Cette leçon influencera sa stratégie future, où elle combinera guerre et négociation pour préserver son royaume. Au cours de ces négociations, Nzinga fait un choix stratégique qui suscite encore aujourd'hui des débats parmi les historiens. Elle décide de se convertir au christianisme et adopte le nom portugais de Dona Ana de Sousa, en hommage à l'épouse du gouverneur, qui devient sa marraine lors de son baptême. Cette conversion est-elle sincère ou purement tactique? La réponse semble se situer entre les deux. Nzinga comprend que la religion est un outil politique puissant dans les relations avec les Européens. En se convertissant, elle espère 1. Gagner la confiance des Portugais et renforcer les chances de maintenir la paix. 2. Accroître sa légitimité auprès des missionnaires catholiques, qui jouent un rôle important dans les affaires locales. 3. Obtenir un soutien diplomatique plus large en Europe, en se présentant comme une reine chrétienne civilisée, opposée aux païens locaux. Cependant, il serait réducteur de voir cette conversion comme une simple ruse politique. Nzinga adopte réellement certains aspects du christianisme, notamment dans les dernières années de sa vie, où elle fait construire des églises et invite des missionnaires à enseigner à son peuple. Cela montre qu'elle a su intégrer cette nouvelle religion dans sa stratégie de gouvernance sans renier pour autant les traditions culturelles et spirituelles de son peuple. Cette conversion marque également une évolution dans les relations entre le Ndongo et les Portugais. Nzinga comprend que pour survivre face à une puissance coloniale comme le Portugal, elle doit maîtriser les codes de l'adversaire tout en préservant l'essence de son identité culturelle. C'est cette capacité d'adaptation qui fera d'elle une dirigeante respectée et crainte. En 1624, le frère de Nzinga, Ngolamband, meurt dans des circonstances controversées.
Selon certaines sources, il se serait suicidé, accablé par l'échec de sa politique face aux Portugais et la pression croissante des Imbangala, tandis que d'autres récits l'accusent d'avoir été empoisonné par Nzinga elle-même, dans le but de s'emparer du pouvoir. Bien que ces accusations n'aient jamais été prouvées, elles illustrent les rivalités internes et les tensions qui régnaient au sein de la cour de Ndongo. À cette époque, le royaume traversait une période de grande instabilité et la succession au trône était un enjeu vital. En l'absence d'un héritier direct capable de gouverner, Nzinga, forte de son expérience diplomatique et militaire, s'impose comme la meilleure candidate pour assurer la continuité du royaume. Après la mort de son frère, Nzinga assure la régence pour son neveu, Kaza, un jeune enfant placé sous la garde des Imbangala. Cependant, les tensions internes ne tardent pas à éclater. Certains nobles du royaume, méfiants envers Nzinga, l'accusent d'avoir orchestré la mort de son frère et de manipuler la régence à son avantage. Nzinga réagit rapidement. Elle envoie des émissaires pour récupérer son neveu, mais lorsqu'elle le fait ramener au palais, il meurt peu de temps après. Là encore, des rumeurs d'empoisonnement circulent, alimentées par ses opposants politiques. Cette mort lui permet de prendre officiellement le pouvoir et de se proclamer reine de Ndongo, une décision qui divise la cour, mais qui est rapidement acceptée grâce à son charisme et à son autorité naturelle. Nzinga comprend alors qu'elle ne peut compter uniquement sur les soutiens internes du royaume. Elle doit s'appuyer sur des alliances solides et prouver sa légitimité par des actions concrètes, tant sur le plan militaire que diplomatique. Devenir reine dans une société dominée par les hommes est un défi de taille, mais Nzinga relève ce défi avec brio. Elle s'impose non seulement comme une souveraine légitime, mais aussi comme une dirigeante incontestée, capable de gouverner un royaume en crise. Nzinga adopte les codes de pouvoir masculin pour asseoir son autorité. Elle se fait appeler Ngola, un titre réservé au roi, et prend des décisions fermes pour renforcer son contrôle sur le royaume. Elle s'entoure de conseillers loyaux et réorganise l'administration du Ndongo pour mieux faire face aux menaces extérieures. Cette affirmation de pouvoir est cruciale, car elle permet à Nzinga de consolider son royaume et de préparer ses futures offensives contre les Portugais. Elle devient une figure respectée et crainte, tant par ses alliés que par ses ennemis. Face à la menace portugaise croissante, Nzinga cherche des alliés capables de l'aider à contenir l'expansion coloniale. Elle trouve un partenaire stratégique en les Pays-Bas, qui, en conflit avec l'Espagne et le Portugal, cherche à affaiblir l'Union ibérique en s'implantant en Afrique. En 1641, lorsque les Néerlandais s'emparent de Luanda, Nzinga voit une opportunité inespérée. Elle envoie immédiatement un émissaire pour conclure une alliance militaire avec les Hollandais, espérant ainsi récupérer les territoires perdus et expulser définitivement les Portugais. Cette alliance porte ses fruits. Avec l'aide des forces néerlandaises, Nzinga remporte plusieurs victoires contre les Portugais, consolidant son pouvoir et redonnant espoir à son peuple. Cependant, cette alliance ne durera pas, car les Hollandais, après avoir subi des revers militaires, finiront par abandonner leurs ambitions en Angola, laissant Nzinga seul face aux Portugais. Nzinga comprend très tôt que la guerre contre les Portugais sera longue et difficile. Elle adopte une stratégie mixte, combinant guerre de guérilla et négociations diplomatiques, tout en cherchant à affaiblir ses ennemis de l'intérieur. Elle doit également faire face aux Imbangala, ces guerriers mercenaires redoutés qui, bien que parfois alliés aux Portugais, agissent souvent de manière indépendante en semant le chaos dans la région. Nzinga réussit à conclure des accords temporaires avec certains groupes Imbangala, qu'elle incorpore dans ses troupes pour renforcer son armée. Les guerres de Nzinga contre les Portugais et les Imbangala sont marquées par plusieurs batailles décisives, au cours desquelles elle fait preuve d'un génie militaire exceptionnel. En 1644, Nzinga remporte une victoire éclatante à la bataille de Ngolem, où son armée défait les forces portugaises supérieures en nombre. Cette victoire a un impact psychologique majeur. Elle montre que les Portugais ne sont pas invincibles et redonne confiance à son peuple. Cette bataille marque un tournant dans la guerre. Nzinga, désormais reconnue comme une chef de guerre redoutable, gagne en prestige, tant auprès de son peuple que des royaumes voisins. Elle renforce son alliance avec les Pays-Bas et se prépare à de nouvelles offensives. 2 ans après sa victoire à Ngolem, Nzinga subit une défaite importante à la bataille de Cavanga en 1646. Les Portugais, mieux préparés et bénéficiant de renforts du Brésil, parviennent à reprendre l'avantage. Au cours de cette bataille, la sœur de Nzinga, Kifunji, est capturée, ce qui constitue un coup dur personnel et politique pour la reine. Malgré cette défaite, Nzinga ne se laisse pas abattre.
Elle replie ses troupes vers des positions stratégiques et réorganise son armée pour continuer la lutte. Cet épisode montre sa résilience et sa capacité à s'adapter même dans les moments les plus difficiles. Après la défaite de Kavanga, Nzinga prend une décision stratégique majeure. Elle déplace la capitale de son royaume à Matamba, un territoire voisin qu'elle avait conquis quelques années plus tôt. Ce déplacement lui permet de 1. Protéger son peuple des raids portugais. 2. Reconfigurer son royaume en intégrant de nouvelles populations sous son autorité. 3. Établir une base arrière solide d'où elle pourra continuer à mener ses offensives contre les Portugais. À Matamba, Nzinga crée un royaume puissant et unifié, capable de résister aux attaques coloniales. Elle restructure l'administration et met en place une économie de guerre, tout en développant des alliances avec les royaumes voisins. Ce déplacement marque le début d'une nouvelle phase de son règne, où elle devient non seulement une guerrière, mais aussi une bâtisseuse d'État. Nzinga se distingue par sa capacité à organiser une armée solide et disciplinée, capable de rivaliser avec les forces portugaises, pourtant mieux équipées et entraînées. Consciente que son royaume ne peut survivre sans une force militaire efficace, elle met en place une armée hétérogène composée de diverses ethnies, dont des guerriers Mbundu, des mercenaires Imbangala, avec lesquels elle conclut des alliances temporaires, et des soldats issus des peuples conquis. L'organisation de son armée repose sur plusieurs principes clés. 1. Discipline stricte. Nzinga impose une rigueur militaire exemplaire à ses troupes, s'assurant que chaque soldat connaît sa place et son rôle. 2. Entraînement intensif. Inspirée des méthodes européennes, elle met en place un programme d'entraînement rigoureux, axé sur le maniement des armes à feu et des armes traditionnelles. 3. Hiérarchie claire. Elle établit une chaîne de commandement efficace, avec des officiers loyaux qui lui rendent directement des comptes. Nzinga ne se contente pas de déléguer le commandement, elle participe elle-même aux opérations militaires, ce qui renforce son autorité et sa légitimité auprès de ses soldats. Une des clés du succès de Nzinga réside dans son usage stratégique des espions. Elle envoie régulièrement des espions à Luanda, la capitale portugaise, pour recueillir des informations sur les plans militaires ennemis. Ces espions, souvent déguisés en marchands ou en diplomates, rapportent des détails cruciaux sur les mouvements de troupes et les intentions des Portugais, permettant à Nzinga d'anticiper leurs offensives. Elle adopte également certaines tactiques de guerre inspirées des Européens, notamment l'utilisation des embuscades et des barrages stratégiques pour couper les lignes d'approvisionnement portugaises. Nzinga comprend l'importance de la logistique dans une guerre prolongée et s'efforce de priver ses ennemis de vivres et de renforts. Cependant, elle n'abandonne pas pour autant les méthodes de guerre traditionnelles Mbundu. Elle sait combiner les deux approches, créant ainsi une stratégie hybride qui la rend imprévisible et redoutable sur le champ de bataille. Nzinga est une stratège complète, capable de jongler entre diplomatie et guerre. Elle comprend que la victoire militaire ne suffit pas à garantir la paix durablement et qu'il est parfois nécessaire de négocier pour gagner du temps ou obtenir des avantages. À plusieurs reprises, Nzinga conclut des traités de paix temporaires avec les Portugais qu'elle utilise comme une opportunité pour 1. Renforcer ses troupes. 2. Réorganiser son royaume et consolider son pouvoir. 3. Nouer des alliances avec d'autres royaumes africains. Sa capacité à négocier tout en continuant à préparer ses armées est l'un de ses traits les plus marquants. Elle ne se laisse jamais berner par les promesses des Portugais, sachant qu'ils ont souvent violé les accords passés. Chaque trêve est exploitée pour préparer la prochaine phase du conflit. Cette double compétence, à la fois militaire et diplomatique, fait d'elle une dirigeante unique, capable de maintenir l'équilibre entre le combat et la négociation. Nzinga puise une grande partie de son style de leadership dans les traditions Mbundu, qui valorisent la force, la sagesse et le respect des ancêtres. Elle sait que pour maintenir son autorité, elle doit respecter les coutumes de son peuple tout en s'adaptant aux nouvelles réalités imposées par la colonisation. Elle intègre des éléments des croyances Mbundu dans sa gouvernance, notamment lors des cérémonies religieuses et des prises de décisions importantes. Cela lui permet de renforcer son image de souveraine légitime, soutenue à la fois par les chefs locaux et les prêtres traditionnels. Nzinga sait également utiliser les croyances spirituelles à son avantage. Elle se présente comme une figure investie d'une mission divine, destinée à protéger son peuple contre l'invasion étrangère. Cette dimension spirituelle renforce la loyauté de ses sujets et leur volonté de se battre sous son commandement. Consciente qu'elle ne peut vaincre seule les Portugais, Nzinga multiplie les alliances avec d'autres royaumes africains.
Elle travaille notamment à créer un front uni avec le royaume de Congo et plusieurs chefs locaux du Ndongo et de Matamba. Ces alliances lui permettent de 1. Augmenter le nombre de ses troupes. 2. Coordonner les offensives sur plusieurs fronts. 3. Faire pression sur les Portugais, qui doivent diviser leurs forces pour contrer plusieurs ennemis à la fois. Cependant, ces alliances ne sont pas toujours stables. Les rivalités entre royaumes africains et les pressions exercées par les Portugais sur certains chefs locaux compliquent la mise en place d'un front uni. Nzinga doit sans cesse négocier et intervenir pour maintenir la cohésion de ses alliés. L'alliance avec les Hollandais, conclue en 1641, offre à Nzinga un soutien militaire précieux pendant quelques années. Avec leur aide, elle remporte plusieurs victoires importantes contre les Portugais. Cependant, cette alliance prend fin brutalement en 1648, lorsque les Portugais, avec l'aide des forces brésiliennes, parviennent à reprendre Luanda et à chasser les Hollandais de la région. Cette trahison des Hollandais a des conséquences dramatiques pour Nzinga. 1. Elle perd un allié militaire majeur, ce qui affaiblit ses capacités de résistance. 2. Les Portugais, désormais maîtres de Luanda, reprennent leur offensive contre le Ndongo et Matamba. 3. Nzinga se retrouve isolé, contraint de se replier sur Matamba et de poursuivre une guerre d'usure. Malgré cette trahison, Nzinga ne renonce pas. Elle continue à mener des raids contre les Portugais et à défendre farouchement son territoire. Cette période marque une phase de résilience intense, où Nzinga prouve une fois de plus sa capacité à s'adapter aux circonstances les plus difficiles. Nzinga évolue dans un monde où le pouvoir politique et militaire est essentiellement masculin. Malgré les préjugés liés au genre, elle parvient à imposer son autorité et à gouverner avec une poigne de fer. Contrairement à la plupart des femmes de son époque, elle refuse de se limiter à des rôles traditionnels et assume pleinement sa position de reine guerrière et de négociatrice. Elle se proclame Ngola, titre masculin signifiant roi, et exige d'être traitée sur un pied d'égalité avec les dirigeants masculins, qu'ils soient africains ou européens. Cette revendication d'égalité choque ses contemporains, notamment les Portugais, qui ne sont pas habitués à traiter avec une femme d'un tel calibre. Nzinga s'entoure de femmes guerrières, formant une garde rapprochée féminine, et encourage les femmes à jouer un rôle actif dans la société, que ce soit en politique, dans l'armée ou dans l'administration. Elle devient ainsi une figure emblématique du leadership féminin, inspirant de nombreuses générations de femmes en Angola et au-delà. L'une des forces majeures de Nzinga est sa maîtrise des langues. Elle parle couramment le portugais, ce qui lui permet de négocier directement avec les représentants européens sans passer par des interprètes. Cette compétence linguistique lui donne un avantage crucial dans les échanges diplomatiques, car elle peut comprendre les nuances des propositions portugaises et répondre de manière précise et habile. En plus de sa maîtrise des langues, Nzinga possède une connaissance approfondie des enjeux commerciaux internationaux. Elle comprend que le commerce est un levier de pouvoir et s'efforce d'intégrer son royaume dans les réseaux commerciaux régionaux et internationaux. Elle négocie des accords commerciaux avec les royaumes africains voisins et utilise les produits locaux, comme l'ivoire et les esclaves, pour renforcer l'économie de son royaume. Cette maîtrise des enjeux commerciaux permet à Nzinga de maintenir une économie solide, malgré les guerres incessantes, et de financer ses campagnes militaires. Elle comprend également que contrôler les routes commerciales est essentiel pour limiter l'influence des Portugais dans la région. Nzinga utilise la religion comme un outil politique pour atteindre ses objectifs stratégiques. Bien qu'elle ait adopté le christianisme lors de sa conversion en 1623, elle ne renonce pas pour autant aux croyances traditionnelles Mbundu. Elle jongle habilement entre les deux systèmes religieux, selon ce qui sert au mieux ses intérêts. En se présentant comme une reine chrétienne, elle cherche à obtenir la reconnaissance et le soutien des autorités portugaises et du pape. Cette stratégie lui permet de légitimer son pouvoir face aux colons, tout en gagnant du temps pour renforcer son armée et son royaume. Dans le même temps, Nzinga continue d'honorer les traditions spirituelles de son peuple. Elle participe aux rituels traditionnels et veille à ce que les croyances ancestrales soient respectées dans son royaume. Cette double posture lui permet de conserver la fidélité de son peuple, tout en jouant sur les rivalités religieuses pour affaiblir ses ennemis. Les relations entre Nzinga et les missionnaires européens sont complexes. Au début, elle collabore étroitement avec les Jésuites, qui soutiennent l'expansion portugaise en Afrique. Cependant, elle comprend rapidement que ces missionnaires sont avant tout au service de la couronne portugaise et qu'ils cherchent à affermir le contrôle colonial sur son territoire. Nzinga change alors de stratégie et se tourne vers les Capucins, un autre ordre religieux, qui a des positions plus neutres et qui bénéficie du soutien de la papauté.
Elle invite ses missionnaires à s'installer dans son royaume, leur offre des terres pour construire des églises et leur accorde une liberté d'action relativement large. Cette politique lui permet de 1. Contrecarrer l'influence des Jésuites, partisans des Portugais. 2. Se présenter comme une alliée fidèle de l'Église catholique, ce qui lui confère une légitimité internationale. 3. Obtenir des ressources et un appui logistique des missionnaires qui contribuent au développement de son royaume. Nzinga joue ainsi sur les rivalités internes à l'Église catholique pour affaiblir les Portugais et renforcer sa position diplomatique. À partir des années 1650, Nzinga adopte une politique active de construction d'églises dans son royaume, notamment à Matamba, où elle fait bâtir la célèbre église de Santa Maria de Matamba. Elle encourage également la conversion de son peuple au christianisme, tout en veillant à ce que cette nouvelle religion coexiste avec les croyances traditionnelles. Cette politique de conversion n'est pas uniquement religieuse, elle a une forte dimension politique. En promouvant le christianisme, Nzinga cherche à 1. Pacifier son royaume en utilisant la religion comme un facteur d'unité. 2. Renforcer ses relations avec les puissances européennes en se présentant comme une souveraine éclairée et civilisée. 3. Gagner la confiance des missionnaires qui jouent un rôle d'intermédiaire avec les autorités européennes. Nzinga adopte une approche pragmatique, elle soutient la diffusion du christianisme, mais refuse toute ingérence des missionnaires dans les affaires politiques de son royaume. Elle reste la seule autorité suprême, tant sur le plan spirituel que temporel. Après des décennies de guerre contre les Portugais, Nzinga comprend que la situation militaire est devenue intenable. Les forces portugaises, renforcées par des troupes venues du Brésil, ont repris Luanda et intensifient leurs offensives dans la région. Fatiguée par les combats incessants et soucieuse de garantir la pérennité de son royaume, Nzinga entame des négociations de paix avec les Portugais. En 1657, elle signe un traité de paix avec le gouverneur portugais. Ce traité met fin officiellement aux hostilités entre les deux parties et établit le fleuve Lucala comme frontière entre le royaume de Matamba et les territoires portugais. En échange, Nzinga obtient la reconnaissance de son statut de souveraine légitime et la promesse que les Portugais ne s'ingéreront plus dans les affaires de son royaume. Ce traité représente une victoire diplomatique pour Nzinga. Bien qu'elle ne parvienne pas à expulser totalement les Portugais de la région, elle réussit à préserver l'indépendance de son royaume et à assurer une paix relative pour son peuple. Cette paix permet également de stabiliser la région et de relancer les activités économiques et commerciales. Même après la signature de la paix, Nzinga ne reste pas inactive. Elle continue de renforcer les institutions de son royaume et de nouer des alliances avec les royaumes voisins. Son objectif principal est de consolider le pouvoir de sa dynastie et d'assurer la succession après sa mort. Nzinga adopte une politique d'ouverture commerciale, cherchant à développer le commerce avec les Européens tout en limitant leur influence politique. Elle met également en place des réformes administratives pour mieux gérer le territoire de Matamba, en créant une administration centralisée et en nommant des gouverneurs locaux fidèles. Sur le plan diplomatique, elle maintient des relations cordiales avec les missionnaires capucins qu'elle autorise à poursuivre leur œuvre d'évangélisation dans son royaume. Cependant, elle veille à ce que leur influence reste limitée et à ce qu'ils ne remettent pas en cause l'autorité royale. Malgré la paix signée avec les Portugais, Nzinga doit faire face à plusieurs tentatives de coup d'État orchestrées par des chefs locaux mécontents ou ambitieux. Certains membres de la noblesse, frustrés par son alliance avec les Européens et son adoption partielle du christianisme, cherchent à la renverser. Nzinga réagit avec fermeté. Grâce à son réseau de fidèles conseillers et à sa capacité à anticiper les complots, elle parvient à déjouer ces tentatives et à maintenir son pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Sa capacité à gouverner un royaume aussi hétérogène et à maintenir la cohésion interne, malgré les rivalités et les tensions, témoigne de son leadership exceptionnel. Elle s'efforce également de préparer sa succession pour éviter une guerre civile après sa mort. Ne pouvant avoir d'enfants, elle tente de marier sa sœur à un chef influent, João Guterres Ngola Kanini, pour renforcer la continuité dynastique, mais ce mariage ne se concrétise pas en raison des objections des missionnaires. Dans ces dernières années, Nzinga se concentre davantage sur la stabilisation de son royaume et la paix intérieure. Elle adopte un style de gouvernance plus pacifique, encourageant le commerce, la construction d'infrastructures et la propagation de la foi chrétienne, tout en respectant les traditions locales. Elle fait construire plusieurs églises et invite des artisans portugais et africains à Matamba pour moderniser la capitale. Nzinga devient une figure respectée,
aussi bien par son peuple que par ses anciens ennemis, qui voient en elle une souveraine éclairée et pragmatique. Cette période de paix permet à Matamba de devenir un centre culturel et commercial prospère, attirant des marchands et des missionnaires de différentes régions. Le 17 décembre 1663, Nzinga s'éteint paisiblement à l'âge de 80 ans, après avoir régné pendant près de 4 décennies. Sa mort marque la fin d'une ère de résistance et de luttes acharnées contre la colonisation portugaise. Cependant, son héritage perdure. Nzinga laisse derrière elle un royaume stable et une légende qui inspire encore aujourd'hui les peuples d'Angola et d'Afrique. Elle est célébrée comme une figure emblématique de la résistance africaine, une femme de pouvoir qui a su s'opposer à l'oppression coloniale tout en construisant un royaume prospère. Après sa mort, une guerre civile éclate brièvement, mais son successeur, Francisco Guterres Ngola Kanini, parvient à rétablir l'ordre grâce à l'héritage politique laissé par Nzinga. Au fil des siècles, son nom devient un symbole de liberté, évoqué lors de la lutte pour l'indépendance de l'Angola au XXe siècle. Nzinga laisse derrière elle un héritage durable sur le plan culturel et politique en Angola. Sa capacité à préserver l'indépendance de son royaume face aux tentatives de colonisation portugaise fait d'elle une figure emblématique de la résistance nationale. Elle a contribué à forger l'identité angolaise, basée sur la fierté, la résilience et la défense de la souveraineté. Sur le plan politique, Nzinga a été un modèle de gouvernance éclairée, combinant diplomatie et pragmatisme avec une gestion ferme de son royaume. Elle a su maintenir un équilibre délicat entre modernisation, ouverture au commerce international et respect des traditions locales. Cette capacité d'adaptation est l'un des piliers de son héritage, transmis aux générations suivantes. Après sa mort, son royaume de Matamba continue d'exister en tant qu'entité indépendante pendant plusieurs décennies, grâce à la structure politique qu'elle avait mise en place et à la loyauté qu'elle avait suscitée parmi son peuple. Au XXe siècle, pendant la guerre de libération de l'Angola, 1961 à 1974, la figure de Nzinga devient une source d'inspiration majeure pour les combattants indépendantistes. Les leaders du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, principal parti luttant contre la domination coloniale portugaise, la cite fréquemment comme un exemple de courage et de détermination face à l'oppression étrangère. Sa mémoire est ravivée à travers des discours, des écrits et des œuvres d'art, soulignant son rôle de symbole de la résistance anticoloniale. Nzinga est présentée comme une héroïne nationale, unissant le peuple angolais dans sa lutte pour la liberté. Cette instrumentalisation politique de son image contribue à renforcer son statut de figure historique incontournable. En 1975, à l'indépendance de l'Angola, une statue monumentale de Nzinga est érigée à Luanda, la capitale, symbolisant la victoire du peuple angolais sur la colonisation. Son nom est également donné à plusieurs rues, écoles et institutions du pays. Nzinga ne se limite pas à l'histoire angolaise, elle devient une source d'inspiration pour les figures féminines de la résistance africaine. Son exemple montre que les femmes peuvent jouer un rôle central dans les luttes politiques et militaires, même dans des contextes où elles sont marginalisées. Des militantes comme Deolinda Rodrigues, figure de la résistance angolaise, ou encore Kimpa Vita, prophétesse et résistante du royaume de Congo au XVIIe siècle, sont souvent comparées à Nzinga en raison de leur engagement pour la liberté de leur peuple. Au-delà de l'Angola, Nzinga inspire de nombreux mouvements féministes africains qui voient en elle une pionnière du leadership féminin. Son héritage contribue également à redéfinir la place des femmes dans les récits historiques africains. Nzinga est une preuve vivante que les femmes ont toujours joué un rôle actif dans les grandes transformations politiques et sociales du continent. La portée de Nzinga dépasse largement les frontières de l'Angola. Elle est reconnue comme une icône mondiale de la résistance anticolonialiste. À une époque où les puissances européennes tentaient de s'imposer en Afrique, Nzinga a montré qu'il était possible de résister, non seulement par les armes, mais aussi par la diplomatie et la ruse. Nzinga figure parmi les grandes figures africaines célébrées lors de diverses conférences internationales sur la décolonisation et la promotion de l'égalité. Elle incarne la lutte contre l'injustice, l'oppression et l'exploitation des peuples africains. Sa mémoire continue d'inspirer les mouvements anticolonialistes modernes, les défenseurs des droits humains et les militants pour la justice sociale. Nzinga devient une référence incontournable dans les débats sur la restauration de l'histoire africaine, trop longtemps occultée ou déformée par les récits coloniaux. Depuis les années 2000, Nzinga bénéficie d'une reconnaissance internationale accrue, grâce à la multiplication d'œuvres culturelles mettant en lumière son histoire.
En Angola, elle reste une figure omniprésente. Des pièces de monnaie ont été émises en son honneur, et chaque année, des cérémonies sont organisées pour commémorer sa mémoire. Nzinga n'est plus seulement une héroïne nationale, mais une figure universelle, incarnant la lutte pour la liberté, la dignité et la souveraineté. Les récits historiques produits par les Portugais au XVIIe siècle avaient pour but de justifier la colonisation de l'Angola et de discréditer les figures locales de résistance. Nzinga, en tant que principale opposante à l'expansion portugaise, a fait l'objet de nombreuses tentatives de dénigrement dans ses récits. Dans ses chroniques, elle est souvent décrite comme une reine cruelle, manipulatrice et sans pitié. Des accusations exagérées de cannibalisme, des infanticides et de pratiques barbares sont régulièrement évoquées pour ternir son image. Cette diabolisation servait à un double objectif. D'une part, légitimer les interventions militaires portugaises, d'autre part, dissuader d'autres royaumes africains de lui apporter leur soutien. Cependant, en analysant ces récits, il apparaît clairement que ces descriptions sont biaisées et visent à contrôler l'interprétation de son règne. Nzinga était une figure trop puissante pour être ignorée, mais la reconnaître comme une souveraine capable et éclairée aurait contredit la rhétorique coloniale de « civilisation » de l'Afrique. Depuis le XXe siècle, des historiens africains et étrangers se sont efforcés de reconstruire l'histoire de Nzinga à partir de sources plus diversifiées, en prenant soin de confronter les récits portugais avec des témoignages oraux, des archives locales et des correspondances européennes. L'une des contributions majeures à cette réhabilitation est l'ouvrage de Linda Moshood, professeure d'histoire à l'Université de Boston, qui a consacré près de 9 ans de recherche à réunir des documents sur la vie de Nzinga. Elle a parcouru les archives du Portugal, du Vatican, de l'Italie et de plusieurs pays africains pour offrir une vision équilibrée et authentique de la reine. Ses travaux récents montrent que Nzinga était bien plus qu'une simple guerrière. Elle était une visionnaire politique, une stratège militaire et une diplomate habile, capable d'exploiter les rivalités entre puissances européennes tout en préservant l'identité culturelle de son peuple. Grâce à ses recherches, son image a évolué, passant d'une figure marginalisée à une icône de la résistance anticoloniale. Pour les historiens africains contemporains, Nzinga est avant tout une figure de la lutte pour la souveraineté africaine. Ils insistent sur son rôle dans la préservation des structures politiques et culturelles de son royaume, à une époque où de nombreuses sociétés africaines étaient déstabilisées par la traite négrière et la colonisation. Nzinga est également perçue comme une pionnière du nationalisme africain, une chef d'État qui a su résister aux pressions extérieures tout en maintenant l'unité de son peuple. Son règne est souvent comparé à celui d'autres figures historiques africaines, telles que Samori Touré en Afrique de l'Ouest ou Shaka Zulu en Afrique australe, qui ont également lutté contre l'expansion européenne. Les historiens africains mettent également en avant le fait que Nzinga a réussi à défier les normes de genre de son époque, en s'imposant dans un monde politique dominé par les hommes. Elle est ainsi devenue un modèle de leadership féminin, souvent évoqué dans les cercles académiques et militants africains. Les récits coloniaux, qu'ils soient portugais ou européens en général, ont longtemps présenté une vision déformée de l'histoire africaine. Nzinga, comme d'autres grandes figures de résistance, a été victime de cette histoire écrite par les vainqueurs, où les souverains africains étaient systématiquement dépeints comme des tyrans ou des barbares. La critique contemporaine de ces récits vise à rétablir une perspective africaine, en redonnant la parole aux populations locales et en valorisant les sources orales et les traditions écrites africaines. Cette restitution est essentielle pour comprendre que la résistance de Nzinga n'était pas un simple acte de rébellion, mais une lutte légitime pour la survie et la souveraineté de son peuple face à une agression étrangère. Aujourd'hui, la figure de Nzinga est utilisée dans les débats sur la restitution de l'histoire africaine et sur la nécessité de réécrire les manuels scolaires pour inclure une vision plus équilibrée des événements historiques. Sa vie et son règne rappellent que l'Afrique a une histoire riche et complexe, marquée par des figures de résistance, d'innovation et de leadership. Si cette histoire fascinante de la reine Nzinga vous a captivé, alors vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous explorons les récits incroyables de figures africaines, leurs luttes, leurs triomphes et les leçons qu'elles nous laissent. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous plongeons encore plus profondément dans l'histoire et les scandales oubliés. Activez la cloche pour être le premier à découvrir ces histoires inspirantes. Ensemble, redécouvrons l'héritage d'un continent.